Et si le déplacement donc, à travers les murs devient la méthode pour réinterpréter l'espace, et si la nature de l'espace est relative à cette forme d'interprétation, est-ce que cette réinterprétation peut tuer? Si la réponse est oui, alors la géométrie inverse qui retourne la ville sans dessus-dessous, qui mélange les espaces publics et privés, et y compris donc les espaces carcéraux ou de liberté, et qui retourne l'idée donc d'un État palestinien sans dessus-dessous, serait lourde de conséquences pour les opérations militaires qui vont au-delà de la destruction physique et sociale et nous oblige à réfléchir à la destruction conceptuelle des catégories politiques qu'elles impliquent. Donc, que faire bon, parce que là, c'est... en fait, bon, voilà, là on a aussi des concepts, on a des modélisations pour l'action. Et là, donc, je vais reconnecter un petit peu à mon propos d'hier, qui était plus pratique que théorique. Là, aujourd'hui, c'est plus théorique. C'est que faire. Enfin, plus exactement, pas que faire. Comment faire? Parce que faire, on sait, quoi, en fait. Que faire, c'est essayer de survivre. Donc, comment faire? Donc là, bon, bah voilà, là, on a un concept, l'essaimage. Un mode d'organisation simultanément centralisé, décentralisé. Voilà, bon, enfin, je lance quelques idées comme ça. Voilà. Surtout, en fait, il faut... parce que tout ça, globalement, enfin, moi, je considère que ça porte un nom, c'est l'ingénierie sociale négative. C'est tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, en appelant ça de la gauche génocidaire, applique de l'ingénierie sociale. C'est une application, une vaste application, ainsi au niveau d'une civilisation entière, de techniques d'ingénierie sociale négative. En face, alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu aussi à modéliser le plus possible des mesures de protection. Bon, j'ai appelé ça l'ingénierie sociale positive. Moi, mon idée, elle est toujours pédagogique, en fait. J'essaye, comme la nature m'a doté d'une relative inventivité, je dirais lexicale, donc j'essaye toujours de produire des nouveaux concepts qui seront faciles, enfin que vous pourrez récupérer facilement et appliquer dans votre quotidien. Pour cela, j'essaye de m'appuyer sur des choses simples, mais vraies en même temps. Donc, face à cette ingénierie sociale négative qui consiste à gouverner par le chaos, globalement, c'est ça en fait, qu'est-ce que ça peut bien être que l'ingénierie sociale positive? C'est en soi, en fait, la culture de la stabilité. Par une phrase, je décris la totalité d'une méthodologie. Cela consiste donc, en termes de réinformation, là je reconnecte à ce que je disais hier, à être ergonomique au niveau de la communication avec autrui. Ergonomique, ça veut dire s'adapter à autrui, ça ne veut pas dire devenir autrui, puisqu'il ne s'agit pas d'être ouvert, comme on nous le réclame depuis des dizaines d'années. Donc, en fait, j'ai résumé ça aussi en une petite phrase, un peu une maxime, ça veut dire être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Savoir s'adapter, savoir être mou à l'extérieur, tout en restant dur, c'est-à-dire stable à l'intérieur. Savoir être liquide à l'extérieur, mais solide à l'intérieur. Ça, là, on peut, en prenant ces quelques phrases comme axes comportementaux, axes méthodologiques, on peut s'adapter, on peut en fait concilier la stratégie, donc c'est-à-dire les grandes orientations, c'est-à-dire la dureté, le solide, et aussi la tactique, c'est-à-dire l'adaptation au terrain. En l'occurrence, dans la communication, c'est l'adaptation à autrui, le terrain. C'est l'esprit d'autrui. Voilà, donc, voilà, je pense que là, c'est des espèces comme ça de principes un peu organisationnels, un peu de principes méthodologiques. C'est un peu, là, un de ces jours, je pense que je vais carrément écrire un manuel, de toute façon. C'est un manuel d'ingénierie sociale positive, en fait. Donc là, bon, la base, ça peut être ça, être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Donc cultiver en toutes les formes de structure et de stabilité intérieurement, et puis donc de toute façon on va diffuser sur l'environnement.
cultiver toutes les formes de structure et de stabilité, parce que c'est en soi subversif. Il n'y a même pas besoin de définir le contenu, hein, on s'en fout. Tout ce qui est stable est en soi subversif pour le pouvoir, pour le capitalisme en fait. Cultiver alors c'est là la subtilité de cette gauche génocidaire, c'est d'avoir réussi à faire croire, hein, à tous les adeptes de la deuxième gauche que le capitalisme c'était la stabilité, donc la personnalité autoritaire, le patriarcat, etc. C'est une fumisterie totale. Il n'y a rien de plus instable que le capitalisme. Il n'y a rien de plus liquide que le capitalisme. Et bon, ça, maintenant, il y a eu une telle acculturation de la gauche depuis les années 60, je veux dire, c'est pratiquement impossible aujourd'hui, quand on discute avec quelqu'un qui est dans le moule, en fait, hein, qui est dans le moule de cette deuxième gauche, pratiquement impossible de lui faire comprendre que le véritable anticapitalisme, hein, dont moi-même que je soutiens, enfin, je me définis, enfin, ma seule position politique concrète, c'est l'anticapitalisme. Que l'anticapitalisme, en réalité, si on va vite, c'est la personnalité autoritaire, fondamentalement, c'est-à-dire la stabilité, quoi. En fait, et donc, quand le pouvoir cultive le chaos universel, la stabilité, donc, est ce qu'il y a effectivement de plus critique, hein, et de plus révolutionnaire, hein, en un sens, enfin, au sens large du terme. Hein. Donc, pour ça, pour donc être dur à l'intérieur, doux à l'extérieur, cultiver donc la stabilité, il faut commencer par soi-même, hein, et non par cultiver la stabilité de l'humeur. Hein, c'est le point de départ. Donc le tonus émotionnel, il doit être équanime. En quelque sorte, il faut viser une espèce d'impassibilité. Et pour cela, il faut se projeter dans le long terme. Je veux dire, un joueur d'échecs se projette dans le long terme. Il envisage 40 coups, 50 coups à l'avance. Et donc, pour cette raison-là, donc, il peut rester impassible. Son humeur ne sera pas parasitée par en fait la perte d'une pièce. Voilà, puisque il sait que parfois il faut sacrifier une pièce pour gagner la partie. L'essentiel, c'est pas de gagner les batailles. En fait, on peut perdre toutes les batailles. L'essentiel, c'est de durer. Ça, c'est ce que dit Sun Tzu. Hein. Gagner la guerre, ça veut dire rester en vie. C'est tout. Ça ne veut pas dire gagner les batailles. Gagner la guerre, c'est rester en vie, même si on perd toutes les batailles. Comprenez, hein. Tout ça, c'est un peu contre-intuitif, hein, parce que on subit malgré tout, je dirais, toute la pensée virale, hein, de la deuxième gauche, qui nous dit que voilà, il faut être spontanéiste, il faut être dans cette espèce de court terme. On nous bourre le crâne avec ça depuis les années 60. Et ça touche un peu tout le monde, il faut avouer. Enfin, moi-même, spontanément, voilà, j'ai envie de gagner. Si je suis dans un rapport de force, j'ai envie de gagner. Voilà. Mais il faut savoir que c'est pas parce que je perds toutes les batailles que je perds la guerre. L'essentiel, c'est de durer, même si je perds toutes les batailles. Et rester équanime, même si je perds toutes les batailles. Gagner, c'est rester en vie. C'est la seule chose à retenir. Donc, pour cela, se projeter dans le long terme, entretenir des structures, non pas en renverser. Ne jamais commencer à renverser des structures. On perd du temps, on perd de l'énergie en renversant des structures, en attaquant des structures. Non. Les structures, si en fait elles nous attaquent, il va falloir leur faire comprendre, hein, des structures ennemies, qu'en fait elles sont nos amis. Ce que je disais hier, quelqu'un qui arrive sur moi avec un couteau, c'est mon ami, mais il ne le sait pas encore. Donc je vais le faire chuter, je vais lui faire une clé, je vais l'immobiliser, je vais lui dire tu es mon ami. Et puis il va pleurer, il va dire hey, j'ai mal, arrête. Je vais dire mais oui, mais tu es mon ami, tu ne le sais pas, mais maintenant tu le sais ou pas. Voilà, il s'agit donc de retourner l'ennemi en ami, ou en allié au moins, quoi, qui nous fout la paix, quoi. Mais ne jamais détruire. C'est un principe, ça. Donc, ne jamais détruire, se contenter d'entretenir ce que l'on a. Et en fait, laisser l'ennemi se fracasser sur nous. Et tout ça, ça commence par soi-même. Hein. Donc, c'est-à-dire cultiver la stabilité, devenir un roc, hein, imperturbable, quelles que soient les circonstances extérieures. Cultiver une ligne émotionnelle
identique à elle-même en tout point, en tout lieu, en toute circonstance. Et par ailleurs, être souriant. Voilà, et ce que je disais, hein, donc être dur à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Il y a des gens dans la géopolitique internationale qui sont comme ça. Il faut regarder le personnel politique, toujours les mêmes, russes, chinois, iraniens. Bachar el-Assad aussi, syrien, en tout cas, tout l'axe, tout le domaine de la géopolitique eurasiatique est constitué d'individus hautement qualifiés qui appliquent toutes ces recommandations. Ensuite, hier j'ai oublié de parler de quelque chose, je voulais faire une citation que je vais trouver sur un site de ER, puisque tout ça c'est un peu des principes de coaching, de principes de management. Et puis après, il faut passer à la pratique. Alors la pratique, ça peut être effectivement dans la communication en vis-à-vis, mais ça peut être aussi sur Internet. Faire de la réinformation sur Internet, poster des liens, éventuellement des commentaires si on a le temps. Il se trouve que ça, cette pratique est qualifiée de trollage ou de trolling. Bref. C'était, encore jusqu'à récemment, c'était considéré un peu comme un peu clandestin, quoi. Or, il se trouve que Manuel Valls est en train de constituer une brigade de trolls pour faire de la désinformation gouvernementale, et il l'a annoncé. Donc, maintenant, on a le droit de le faire aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, on n'attaque rien, on se contente on se défend. Alors, et donc, il y a, voilà, donc, alors je vous lis enfin, vous l'avez peut-être vu, là, c'était sur le site de ER il y a peu de temps. C'était donc Valls qui dit « Nous nous adressons au cœur des cibles, les jeunes en voie de radicalisation », annonce Manuel Valls. « Nous allons donc mettre en place un bataillon de community managers de l'État pour opposer une parole officielle à la parole des djihadistes et ne pas leur laisser l'espace numérique. » Tout est dit. C'est stupéfiant. Hein. Mais nous savons qu'il est difficile pour les autorités, pour l'État, pour les adultes, de s'adresser aux jeunes concernés, les djihadistes, utilisant la théorie du complot. C'est-à-dire nous, en fait. Puisque, en fait, le simple fait de se poser des questions sur ce que disent les médias, c'est la théorie du complot. Donc, voilà. Et donc là, en fait, l'amalgame est fait. Le pouvoir, aujourd'hui, n'a plus que l'antiterrorisme par amalgame. Il n'y a plus que ça. Donc, les djihadistes utilisant la théorie du complot, justement pour décrédibiliser la parole officielle. On y vient. Voilà. Il suffisait d'attendre. Il faut reconnaître que leurs sites, leurs paroles sont très bien faites, très efficaces. C'est une véritable propagande utilisant les moyens modernes pour atteindre les esprits, les cœurs et les cerveaux. Fin de citation. Bon, il y a quand même un gros problème dans cet argumentaire, c'est que donc, les djihadistes, apparemment, utiliseraient la théorie du complot, d'après les termes de Manuel Valls. Mais qu'est-ce que dit la théorie du complot? C'est que les djihadistes sont manipulés. Ah oui. Voilà. Donc, les djihadistes disent qu'ils sont manipulés. D'accord, ok. Bon, enfin, vous voyez le problème. Il y a un vrai problème logique. Bon, ça, c'est en fait quand vous serez au tribunal accusé de djihadisme et de théorie du complot, vous pourrez donc utiliser cet argumentaire, qui permet d'exploser, d'atomiser totalement tous les chefs d'accusation. En fait, c'est l'argumentaire de l'État là, à ce niveau-là, est vide de sens. C'est assez facile donc à démonter. Mais bon. Après, la question. Voilà. Et donc, concernant. Alors, bon, maintenant, voilà, le but de mon intervention d'hier, c'était de commencer à mettre en place donc, des groupes, en fait, de réinformation sur Internet, éventuellement, ou en tout cas, parce qu'il y a des transferts de compétences possibles entre ce qui se fait sur Internet et ce qui se fait dans la communication intersubjective habituelle. Et j'avais, pour bien résumer ce que j'essaie de faire passer,
J'ai trouvé sur le site de R, sur le forum, justement, alors sous un article intitulé Valls songerait à interdire le Front National, daté du 21 mai à 15h32, donc un intervenant qui prend comme pseudo Souchien, et qui, en fait, dit ce que moi je fais depuis un certain temps, hein, ce que j'exposais hier, entre autres, et ce que je vous invite à faire, puisque maintenant on a le droit, puisque Valls lui-même a dit qu'il allait le faire. Alors je vous lis en fait, hein, mais vous le retrouverez, hein, c'est sur le site de R en fait. Là je me suis dit, ah super, j'ai un copain. Enfin, je me sentais moins seul quoi. Bon, en réalité, je pense qu'on est nombreux à le faire, hein, ou du moins à intervalle, enfin de façon un peu dilettante quoi, évidemment. Mais parce qu'il y a des professionnels hein, de ça aussi. Voilà, donc alors je vous lis en fait le commentaire de Souchien, qui est un peu hors sujet hein, par rapport en fait au fil de discussion Valls sur le Front National. Voilà, il dit composer des commentaires de qualité en utilisant les informations de la réinfosphère. Alors moi j'introduis une nuance. Moi je pense que c'est plus productif d'utiliser uniquement les informations des médias autorisés. Évidemment, parce que là vous renvoyez la balle directement quoi. Et c'est possible. Il y a plein d'articles, j'en parlais hier, mais j'ai un fichier de 60 pages en caractère 8 composé d'articles que j'ai trouvés essentiellement dans l'IB, dans Le Monde, etc. mais avec des titres qui ont une vraie valeur de réinformation. Parce qu'il y en a toujours. Parce que voilà, ça fuite, etc. Parce que bon, le système n'est pas entièrement sous contrôle. Si vous utilisez ça, en réalité, donc vous renvoyez l'agression à l'agresseur, hein, directement, là, c'est un choc en retour direct, hein, enfin un karma instantané, quoi. Et vous ne pouvez... Enfin, c'est imparable. C'est imparable, puisque, en fait, tout simplement, vous dites, je vous cite. Voilà, c'est vous qui le dites en fait, pas moi. Donc voilà, bon, là j'introduis une nuance en fait concernant ce que dit Souchien. Alors, diffusez-les dans les médias dominants qui les occultent. Nos concitoyens trouveront enfin des informations pertinentes et la subjectivité des médias stipendiés, transformés en organes de propagande, se retrouve exposée. Ne nourrissez pas des troubles qui chercheront à vous diaboliser. Ce n'est qu'une perte de temps. Laissez-les se discréditer. Ah oui, et là j'ajoute, je commente. Effectivement, c'est pour ça que, moi, personnellement, je ne mets jamais de commentaires personnels. Je me contente de faire des copier-coller d'articles trouvés dans Le Monde, dans l'IB, dans Nouvel Obs. Et c'est tout. Ce que j'appelle Fire and Forget. Ouf, je balance et je me barre. Donc, et en plus, j'utilise les munitions que l'ennemi m'a données. Voilà. En fait, en réalité, je renvoie, en fait, avec ma petite raquette de ping-pong, je renvoie les missiles qu'on m'envoie. Voilà, donc, laissez-les se discréditer, les trolls, par leurs insultes gratuites, renforçant la conviction de nos commentaires, qui, contrairement aux leurs, seront argumentés, factuels, sourcés. Les commentaires de nos camarades seront faciles à repérer au milieu de la masse de commentaires affligeants de médiocrité qui n'apportent rien au débat. Il suffit alors d'en prendre note dans une base de données, par exemple Evernote, pour voilà, récupérer un peu, faire une moisson en fait, de choses intéressantes. Mais là, c'est pour les gens qui ont envie de faire des commentaires. Moi, je ne me casse pas la tête, je fais du copier-coller d'articles venant de l'ennemi. Les commentaires les plus intéressants seront rediffusés par les dissidents les plus motivés quand l'opportunité se présentera à nouveau, voire ils seront améliorés. 100 dissidents y consacrant 1 heure au quotidien devrait suffire pour couvrir les sujets majeurs de la presse numérique française. Les commentaires ne devraient pas dépasser 1500 signes, longueur maximale moyenne, acceptée dans la majorité des médias. S'ils sont plus longs, les internautes pourraient s'en désintéresser. C'est vrai. Il faut être rapide, et c'est toujours pour ça aussi que je me contente de prendre des articles, enfin des titres. Voilà. Je fais, vous voyez, du bandeau déroulant. L'idée, c'est de frapper fort, rapidement, frapper l'imagination même. Enfin, il n'y a même pas en fait à essayer de parler aux facultés supérieures du cerveau. Non, il faut faire ce que fait BFM TV, ce que fait CNN. C'est du bandeau déroulant. Donc c'est pour ça qu'il faut des titres avec des mots bien choisis. En fait, des titres qui sont pratiquement des maximes, des proverbes, vous voyez, enfin, qui ont vraiment, qui donnent du grain à moudre, quoi, ou qui provoquent un choc, un électrochoc. Donc, un lien raccourci vers la source est un plus, si le média l'autorise. En fait, le média l'autorise tout le temps, en fait. Ce qui est rare, là il se plante, enfin, ou alors il veut dire autre chose. À la fois pour approfondir l'information partagée et pour détourner nos concitoyens de la désinformation institutionnelle.
Pour ceux qui disent que ce n'est pas possible, je le fais depuis quelques années déjà. Malheureusement, mon exemple n'est pas suivi. Méditez là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, je dénombre régulièrement cette censure. Ce qui donne, alors là il fait des statistiques assez précises. Moi je le fais intuitivement, je ne me suis pas emmerdé à vraiment faire des chiffres, mais ça recoupe assez ce qu'il dit. Ce qui donne, donc le Figaro, 70% des messages censurés. La plus forte parmi les 16 médias couverts. Je confirme. Moi sur la page Facebook du Figaro, par exemple, je ne vais pas sur le forum directement du Figaro, je suis sur la page Facebook du Figaro, il censure pratiquement 100% de tous les articles que je mets, y compris quand ça vient du Figaro. Non, je pense qu'en fait, bon, ils ont un community manager de haut niveau. Voilà, c'est-à-dire que quand ils voient que merde, putain, on a écrit un article de réinformation, bon, faut absolument l'évacuer le plus vite possible. Donc, le Figaro, donc effectivement, 70% des messages censurés, moi je crois que c'est même carrément 100%. BFM TV, 67%. Tiens, je ne sais pas comment il a fait pour arriver à des chiffres aussi précis. Donc BFM TV, 67%, France Info, 66%. À l'inverse, l'Obs, Nouvelle Obs, 24%. France TV Info, 23%. 20 minutes, 9% seulement. Bon, évidemment, ce sont ces médias-là qui censurent moins qu'il faut privilégier quand vous allez sur les forums. C'est aussi Julien Taille qui a écrit quelques articles sur les attentats de janvier, en utilisant une technique aussi que je recommande pour les gens qui ont le temps de faire du contenu, c'est d'utiliser les blogs hébergés par les médias. Ce qui permet d'avoir en plus là... Enfin moi ce que je fais quand je poste, quand je fais du copier-coller, j'utilise ces blogs parce que ça me permet d'avoir la marque du média. Mediapart par exemple fait beaucoup ça, et Nouvelle Obs, et surtout Mediapart, parfois pour dire un contenu qui est strictement à l'opposé de la ligne éditoriale de Mediapart. Ouais. Voilà. Mais on a le logo Mediapart. Voilà, ça c'est, voilà, on exploite en quelque sorte, je dirais, la trademark, enfin, l'image de marque du média pour la retourner contre lui, en fait, évidemment. Donc ça, voilà, bon, ça c'est, alors Julien fait ça. Là, lui, carrément, en fait, en faisant du contenu, c'est-à-dire qu'il, bon, en réalité, il a la bonne attitude, c'est-à-dire que plutôt que de se péter le cul à faire un blog perso que personne ne lira, il va sur les blogs hébergés par les grands médias. Donc là, c'est déjà une forme d'infiltration, quoi. En fait, et là, forcément, il a plus de lecteurs. Et même des commentaires qui disent « Ah oui, mais comment ça, le Nouvel Obs héberge des conspirationnistes, c'est nouveau ça, qu'est-ce que vous savez ?» Il y a des gens en colère qui disent « Voilà, quand même, ça évolue mal, quoi. » En fait, c'est vraiment une décadence du Nouvel Obs. Donc, même avec 2/3 des messages censurés, ça reste valable, étant donné la facilité et la rapidité avec laquelle ces messages peuvent être diffusés. Même, je dirais même avec 100%, en fait. Je pense qu'avec 100% des messages censurés, ce serait valable, tout simplement parce que ça emmerderait le community manager, qui serait obligé, à chaque fois, malgré tout, de lire le titre de l'article. Enfin, non seulement ça l'emmerderait, mais ça pourrait avoir une influence sur lui. Voire au bout d'un moment, le dégoûter complètement de faire ce boulot de merde. Donc c'est jamais inutile. Et alors donc apparemment Souchien là a vu que en plus alors Yahoo par exemple 0% de censure. Voilà, donc le forum de Yahoo 0% de censure et l'affluence est très bonne. Donc là il faut pas se priver quoi, il faut bombarder. Donc il finit, alors profitez-en pour alerter vos concitoyens sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Il s'agirait d'un bon complément aux médias alternatifs, type ER ou Canal+, qui sont en grande partie responsables de la défiance des citoyens envers la caste politico-médiatique qui nous ment constamment. Et aussi un pied à l'étrier pour ceux qui en ont assez de subir. Et merci à vous. Et d'ailleurs, donc voilà, bon, je vais conclure là-dessus.
sur cette citation de Souchien, à qui j'envoie mes amitiés. Et je lui dis, bah, vas-y, continue comme ça, et je suis avec toi. Enfin, que la force soit avec toi. Et je fais aussi, voilà. Et j'invite voilà, tous les gens qui sont dans la salle et qui verront la vidéo à en faire de même, évidemment, quand ils ont le temps. Mais sachant que les compétences que vous allez développer intuitivement avec votre expérience, si vous le faites sur Internet, vous pourrez les transférer ensuite dans je sais pas, dans une discussion mondaine ou à table dans un dîner de famille. Il y a vraiment, on développe un rapport au langage que j'exposais hier, un rapport un peu instrumental au langage, mais on apprend à choisir les mots qui marchent. Comme disent les lobbyistes, et on apprend en fait à construire des raisonnements adaptés à l'auditoire. On apprend à tout simplement à infiltrer, voilà, et à faire du piratage, du neuropiratage, d'infiltration cognitive. Et aujourd'hui, il ne faut pas se priver, Manuel Valls le dit officiellement, il va le faire. Bon, en Haïti, ça se fait depuis longtemps, mais bon, là, en l'occurrence, bon, il faut attendre un petit peu, et on a les aveux, il passe aux aveux, et voilà. Et je vous remercie. Oui, bah, en fait, c'est le transhumanisme. Jusqu'où? Jusqu'à la suppression de l'espèce. En fait, bon, en réalité, ce qui est au-dessus des partis aujourd'hui, c'est le transhumanisme. Le remplacement de l'espèce par autre chose qui ne sera pas de l'homo sapiens sapiens, ça c'est sûr. Et donc, il faut faire place nette. Et donc, il y a déjà des gens qui sont sur le remplacement. Oui. Je veux dire, le grand remplacement, ce qu'on appelle le grand remplacement, bon, il a lieu au niveau ethnique, au niveau identitaire, mais ça, c'est qu'une petite partie. Ce que je disais, c'est que, en fait, si effectivement l'oligarchie mondialiste utilise l'immigration pour, en quelque sorte, génocider les populations de souche locales, de toute façon, les immigrés eux-mêmes, dans un deuxième temps, seront massacrés aussi, seront en fait génocidés eux-mêmes. Parce que le but de tout ça, c'est d'arriver en fait à une espèce de métissage humain-animal, qui est déjà en cours, ce qu'on appelle les chimères. Bon, j'ai quelqu'un de proche qui travaille au CEA, un jour on en parle, mais bon, je lui dis, mais t'as entendu parler des travaux sur le métissage humain-animal, le métissage génétique, mais oui, j'aimerais bien travailler là-dessus, voilà, bon, tout ça c'est en cours. C'est autorisé légalement au Royaume-Uni depuis 2007, en Israël aussi, c'est un peu toujours les mêmes qui sont à l'avant-garde de la merde, quoi. Mais en fait, le but de tout ça, je pense qu'en réalité, bon, c'est un peu vous connaissez la figure du Baphomet. C'est un corps androgyne, c'est-à-dire c'est un homme avec des seins, avec une tête de bouc. Voilà, donc en fait, on est dans un processus de baphométisation, c'est-à-dire de mélange de tout. C'est-à-dire, alors donc là, on est dans la confusion des genres sexuels, homme-femme. Donc là, c'est la première étape du Baphomet, un homme avec des seins. Et puis la deuxième étape, ce sera en fait un transsexuel avec une tête d'animal. C'est en cours. Je ne parle pas de choses imaginaires, de science-fiction. Le métissage humain-animal est en cours. C'est en cours de recherche. Et encore au-delà, c'est l'imbrication du vivant et du non-vivant, pour abolir la distinction vivant-non-vivant. Ça, c'est le rêve de la cybernétique. Et donc, on va sans doute republier un bouquin de Vance Packard sur tout ça, qui s'intitule L'homme remodelé. Une seule édition en France en 1977 que j'ai, où il annonce tout ça dès les années 70 en parlant de tous ces programmes-là qui existent depuis les années 50 aux États-Unis, avec les fondations Rockefeller, Rothschild derrière évidemment. Donc là en l'occurrence Vance Packard, c'est pareil, c'est pas un complotiste, je veux dire, c'est le chercheur qui s'est rendu célèbre avec la persuasion clandestine. Vous savez, c'est lui qui a lancé, vous avez entendu parler peut-être là des images subliminales de Coca-Cola dans les cinémas américains.
Bon, c'est lui qui avait fait cette étude, qui avait montré que dans certains films projetés au cinéma aux États-Unis, il y avait une image de Coca-Cola toutes les 27 images, et que ça marchait plus ou moins. Bon, enfin, donc il a commencé à étudier tout ce qui est marketing, influence subliminale dans les années 50, et dans les années 70, il a fait un livre sur le transhumanisme. Donc, mais tout ça, c'est en germe, en route, c'est lancé depuis des dizaines d'années. Et là, donc, on est à une période charnière, c'est que tout ça, tous ces projets qui incubaient lentement dans les laboratoires, dans les fondations, etc., depuis des dizaines d'années, là, c'est en train de sortir, mais de façon très rapprochée, très condensée. Donc là, dans 2 semaines, il va y avoir une soirée puçage à Paris. Je vais aller voir, hein, évidemment. Cela va de soi. Entrée libre, hein, je ne vais pas me priver. Et donc, bon, moi je me suis intéressé à tout ça en fait, il y a longtemps, parce qu'en fait, au début des années 2000, j'étais moi-même transhumaniste, hein, en fait, j'y croyais, quoi. Enfin, je ne suis pas modifié hein, au niveau technologique, génétique, mais ça m'intéressait beaucoup. Bon, et donc j'étais là-dedans pendant 2 ans, 3 ans, et puis après je me suis bien rendu compte que c'était pour les dépressifs, hein, d'abord, et puis, ou les bobos, enfin, et puis surtout qu'en fait c'est idiocratie à la fin. Je veux dire, c'est un truc, ça ne va pas marcher de toute façon. Mais même si ça ne marche pas, même si le projet positif n'arrive pas, n'aboutit pas, entre-temps, on aura massacré tout le monde, quand même. Mais il faut bien faire la place, voilà. On va créer une race d'esclaves pour une élite. En fait, c'est pas vraiment une race d'esclaves. Je pense que. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'homogénéité, même raciale. Hein. Il n'y aura plus que des individus. Chacun sera une race à lui tout seul. C'est ça le but, hein, c'est qu'on soit tous modifiés. Enfin, c'est qu'il n'y ait plus que des êtres modifiés par la génétique et par l'électronique, enfin, par les nanotechnologies éventuellement, et qu'ils soient tous spécifiques. Hein, c'est vraiment l'accomplissement total de l'anti-Oedipe et de Mille Plateau, de Deleuze et Guattari. Qu'il n'y ait plus que des individus, incomparables les uns aux autres. C'est la reine des multitudes, la minorité absolue. Que des individus, plus aucune normativité. Hein, et ça rencontre totalement tout le discours hein, du LGBT qui lutte contre l'hétéronormativité, hein, qui fait du groupe, qui fait lien, hein, qui fait du lien social, et où chacun doit être parfaitement distingué des autres. Enfin, c'est l'idéologie de toute cette postmodernité qui en fait ça n'avance pas tout seul. Hein, et on peut prouver que ces tendances sociales sont impulsées, décidées et définies à l'avance. On sait exactement jusqu'où ça va aller, quand est-ce qu'on doit arrêter, passer à autre chose. Et l'agenda, là, en fait, il est... En plus, on voit bien, enfin, je veux dire, que ce soit sur le pseudo-mariage, la théorie du genre, c'est monté partout en même temps. Enfin, en l'espace de 2 ans, quoi. Là, concernant la puce, c'est pareil. Tout monte en même temps. Au même moment où vous avez donc la CIA qui invente l'histoire de Ben Laden qui a peur des puces électroniques dans les vêtements de sa femme, vous avez les implant parties en Suède et en France. Enfin, tout ça est parfaitement coordonné, c'est évident. Il n'y a pas de... Sachant que c'est les mêmes personnes qui sont à l'origine de ces fausses histoires et également des soirées puçage à Paris ou ailleurs. Je me suis abonné hein, à des newsletters, hein, des lettres de diffusion de professionnels de la RFID depuis des années. Bon, bah voilà, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis ça hein, depuis des années. Ça avance depuis des années. Attali est très impliqué là-dedans. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Dans l'industrie de la RFID. Et donc voilà, bon, il y a des magazines en ligne qui parlent de ça, qui est la ville connectée, qui pourra en fait se passer des humains pour fonctionner. C'est un immense mécanisme. Puisque en fait les machines dialogueront entre elles, s'enverront des signaux et en fait par des mécanismes cybernétiques en fait d'autorégulation,
les machines peuvent communiquer entre elles de manière autonome sans plus besoin de nous. Donc ultimement aussi c'est le remplacement du vivant par les robots. D'où ce qui explique aussi les travaux là en ce moment pour accorder une personnalité juridique aux machines. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais tout ça, pareil, ça va se casser la gueule tout ça, c'est évident, c'est clair, c'est trop con. Mais oui, ça va se casser la figure. On va vers l'idiocratie. Mais le problème, c'est que pour arriver à un échec, en même temps, on tue, on génocide à l'appel, quoi. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, moi, c'est ce que je me disais quand j'étais transhumaniste. Je me disais, oui, en fait, on va génocider l'Homo sapiens sapiens, mais pour mieux. Pour une espèce plus intelligente, plus éventuellement qui pourra courir plus vite, ou en tout cas pour quelque chose de mieux. Mais en fait, quand on fait vraiment le tour de la question, on voit bien que ça ne va pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, toutes les modifications en réalité sont pathogènes, cancérigènes, anxiogènes, tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça ne va pas manifestement dans ce sens-là. Et ça, pour le comprendre, il faut de l'empathie avec ces questions-là, ce que j'ai éprouvé, puisque je me sentais concerné par ces projections un peu futuristes à une époque. Puis il faut suivre ça sur 10 ans, sur 15 ans. Et là, on voit bien que ça ne va pas marcher. Mais le problème, c'est les dommages collatéraux. Parce que on va y passer, quoi. Enfin, l'espèce va y passer. Je sais pas si sauf si en gros, parce que ça c'est quand même propre, c'est la zone atlantiste qui est pilote là-dedans. Mais comme je vous disais, j'ai cherché à voir. Alors évidemment, les Chinois, les Russes développent aussi des programmes de soldats du futur. Mais ça c'est inévitable. Ça c'est la course aux armements. Je veux dire, si les Chinois, les Russes ou les Iraniens ne sont pas aussi bien armés que l'ennemi, tout simplement, en fait, ils seront écrasés. Donc ça, en fait, on ne peut pas y échapper. Il y a une sorte de transhumanisme, enfin, en tout cas, une sorte de technologisme qui est totalement incontournable. Et il y a une forme de fuite en avant technologique à laquelle on ne peut pas échapper à cause de cette question politique, de la domination d'une puissance sur nous. Si on n'est pas aussi bien armé que l'autre, c'est tout, on disparaîtra. Donc ça, bon, effectivement, il ne faut pas en vouloir aux Russes, aux Chinois, aux Iraniens de se livrer eux aussi à cette course aux armements. On ne peut pas faire autrement. C'est plus fort que la volonté, ça. Après, c'est l'usage. Est-ce que ça va pénétrer l'intériorité humaine? C'est un peu ça, en fait. Est-ce que ça va... Parce que on comprend bien, en fait, la différence entre la technologie invasive et la technologie, pour dire, instrumentale. C'est que la technologie invasive devient la règle, elle nous transforme, et en fait, c'est elle qui prend le pas finalement sur nos modes de vie. Et donc, au lieu de rester rester dans le domaine de l'usage exceptionnel, ça devient la règle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que bon, une technologie, même de pointe, mais qui reste un outil pour se défendre, ça reste un usage exceptionnel. Donc là, on a un critère de démarcation pour une bonne technologie et une mauvaise. De toute façon, bon, il y a des formes archétypales de la pensée ou de l'action qui traversent l'ésotérisme, la science, la criminologie. En fait, les formes géométriques simples, c'est-à-dire celle du panoptique ou de la roue taoïste que vous évoquez, on trouve ça un petit peu partout. Mais après... il faut voir après s'il y a des filiations historiques que l'on peut reconstituer. Moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que en fait la folie numérique, le besoin de tout réduire à des chiffres, on trouve ça effectivement dans l'ésotérisme, c'est la Kabbale.
Donc c'est une attitude, à la limite il n'y a pas besoin d'être kabbaliste hein, évidemment pour tout voir en termes de chiffres, en termes de nombres. Donc en fait bon, il y a des grandes généralités de l'esprit humain et de l'action dans le monde qui n'ont pas besoin d'être reliées vraiment par une filiation directe pour exister et pour se ressembler. Mais dans certains cas, oui, on sait... par exemple, bon, enfin, c'est en début des années 90, j'ai eu une relation avec une personne qui était juive et qui avait de la famille à New York, dans les milieux de la finance, qui me disait, mais alors le jour, ils sont à leur tour de verre et d'acier en costume cravate, et le soir, ils mettent la kippa et puis ils lisent la Kabbale. Et voilà, et puis bon, quelques années plus tard, je vois le film de Darren Aronofsky, Pi en anglais, qui met en scène ces milieux-là, justement. Les milieux kabbalistiques new-yorkais de la finance de Wall Street. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. You ever hear of Kabbalah? Jewish mysticism. Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market, the Torah. Oui, c'est ça. En fait, en réalité, on vient du chaos, mais il faut y retourner pour détruire le monde et le reconstruire. C'est le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation. Donc en fait, bon, je pense qu'il y a de toute évidence là pour le coup, il y a des liens, oui, directs, oui, entre l'ésotérisme et la postmodernité dans laquelle nous vivons. Oui. Ce qui fait la force de la Kabbale, c'est que il n'y a pas de transcendance en réalité. C'est un programme politique, hein, un programme de domination, un programme de destruction du monde. On pourrait dire que la force d'impact de cette approche, c'est que ce n'est pas une trahison que de l'appliquer à Wall Street. Puisque en réalité, la Kabbale a comme visée en fait, une application mondaine. Ce que je veux dire, c'est qu'une métaphysique spiritualiste déconnectée du monde, effectivement, ce serait une trahison de l'appliquer dans le monde. Ça doit rester, je sais pas, ça ne doit pas trouver vraiment, ça ne doit pas être sali en quelque sorte. Mais la Kabbale, c'est un programme mondain, ésotérique et mondain en même temps. C'est la force de cette mondain. C'est-à-dire que c'est un programme de destruction du monde. C'est pas un programme spirituel ou spiritualiste. C'est pas un programme métaphysique, la Kabbale. C'est un programme dont le but est la destruction du monde. Donc c'est immanent, la Kabbale. Et en même temps, ça a des airs très ésotériques, oui, évidemment. Enfin, ésotérique, là, au sens étymologique, dans la mesure où ça s'adresse à une minorité occulte. L'ésotérique s'oppose à l'exotérique. Donc la Kabbale est ésotérique dans ce sens-là, mais donc c'est une spiritualité pour l'immanence. C'est vraiment la force de la chose. Et on retrouve ça dans le taoïsme, où il n'y a pas vraiment de transcendance dans le taoïsme. Et le taoïsme a donné naissance aux arts martiaux, qui sont une spiritualité dans l'immanence, dans le monde. Et ça, en fait, il y a des, on pourrait dire des spiritualités, ou des religions qui ont une propension, finalement, ou une capacité à s'immanentiser supérieure à d'autres. Pour certaines religions, il y a vraiment, en fait, une coupure entre le monde et les fins dernières. Donc, en fait, pratiquement réussir ici-bas, c'est échouer plus tard. Mais pour d'autres religions, notamment le judaïsme et le protestantisme, la réussite aux cieux est conditionnée par la réussite ici-bas. Et donc il y a un continuum. Voilà. Et on trouve ça aussi, par exemple, dans les philosophies asiatiques. Il y a un continuum entre la transcendance et l'immanence. Mais là, il n'y a pas d'élection. Enfin, je veux dire, c'est juste que, puisqu'il n'y a pas vraiment de métaphysique.
Et donc là, en fait, on peut faire une typologie en fait, des spiritualités entre celles qui sont vraiment, qui imposent une dichotomie, une dualité entre le ciel et la terre, et celles pour lesquelles il n'y a pas de dichotomie, en Asie souvent, et celles pour lesquelles la réussite au ciel est conditionnée par la réussite sur terre. Et donc, en fait, ça, quelque part, en fait, tous les coups sont permis. Je veux dire, si ma réussite au ciel, pour aller au paradis, je dois réussir sur terre, bah, j'ai tous les droits. C'est ça, complètement. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est des complexes identitaires, en fait. Enfin, je veux dire, c'est des structurations mentales, identitaires, qui sont effectivement véhiculées par les cultures, par les spécificités culturelles. Donc, avec, chacune de ces cultures a ses défauts et ses qualités et ses défauts. On peut pas non plus, faut pas tomber dans les clichés, ou du moins dans des, voilà quoi, faut savoir être nuancé aussi. Mais effectivement, on voit bien que, je sais pas, dans certaines cultures sont un peu plus préoccupées du monde que de la métaphysique, tandis que d'autres sont quand même beaucoup plus préoccupés de ce qui est au-delà du monde, le métaphysis, au-delà de la nature. Et voilà. Donc ça induit en fait un rapport au monde un peu méprisant, quoi, en fait. Et à réussir dans le monde, finalement, c'est indigne. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un symptôme de déchéance. Dans le catholicisme, c'est très clair. Je veux dire, les premiers seront les derniers, etc. etc. Bon, ça fait partie des textes aussi partagés par les protestants. Mais le protestantisme, pour des raisons diverses, ce rapport en fait, de supériorité du ciel sur la terre a été un peu inversé. Parce que le protestantisme est une sorte de retour au judaïsme, et judaïsme où les choses sont totalement dissociées. Il y a aussi, mais il y a en fait, on voit bien, c'est dans certains, notamment dans le Deutéronome, qu'il y a quand même une dimension de programme politique dans le judaïsme qui réduit la partie métaphysique ou spirituelle à un peu une portion congrue. C'est essentiellement une doctrine comportementale et une doctrine de guerre. C'est un programme politique. Le Deutéronome, c'est un programme politique de domination mondiale. Puis ensuite, les lois, etc., c'est des lois comportementales. Ça n'a rien de spirituel. Donc la dimension strictement métaphysique est en fait assez étrangère finalement au judaïsme. J'ai une tournure d'esprit quand même très terre à terre. Donc dans le fond, en un sens, le judaïsme me parle plus que le catholicisme. Mais en même temps, je trouve que le catholicisme, effectivement, a les mains propres, davantage, quoi. Le problème, c'est que avoir les mains propres et être perdant, voilà quoi. Donc, ça sert à rien d'avoir les mains propres si on est mort. Ce que je veux dire, c'était la phrase de Charles Péguy, la vertu, la morale, la vertu a les mains propres, mais elle n'a pas de main. Ben oui, voilà, donc parfois, fondamentalement, moi je me reconnais plus peut-être effectivement dans les systèmes asiatiques ou dans les philosophies asiatiques, voire dans le judaïsme à la limite, quoi. C'est-à-dire dans un rapport au monde, un rapport stratégique au monde. J'ai pas vraiment d'appétit pour la métaphysique. En revanche, c'est-à-dire pour la réussite de mon âme au-delà de ce monde. Ça, c'est vrai que je suis quand même un peu plus. J'ai pas envie de souffrir, quoi. C'est bon, j'ai eu ma dose, donc j'aimerais bien. Vous voulez réussir pour l'au-delà, c'est ça? Non, mais je pense même pas à l'au-delà, en fait, parce que je suis pas croyant, en fait. Donc de toute façon, mais en revanche, je reconnais la supériorité civilisationnelle du point de vue, on pourrait dire, de l'élévation spirituelle des doctrines qui soutiennent une métaphysique. Il y a une supériorité morale évidente. Je veux dire, voilà. En revanche, le problème, c'est que, au niveau du type humain que ça produit, ça a tendance à produire un peu des losers. Oui, non, mais on en parlait, mais voilà quoi, c'est un peu le problème. Je veux dire, le catholicisme, l'islam, c'est un peu des religions pauvres, et des religions populistes.
Bon, voilà, il y a quelque chose d'un peu... oui, en fait, c'est un peu... Enfin, surtout le catholicisme, en fait. Hein. Enfin bon, de toute façon, tout ça, là aussi, moi, tout ce que je dis là, sur les religions, c'est des grandes généralités. Hein. Ensuite, après, mais bon, enfin, il y a quand même des constantes hein, au niveau des types, des profils psychologiques que ça produit. Il y a quand même des tendances lourdes, je trouve. C'est... voilà quoi, il y a des winners et puis des losers quoi. C'est un peu l'impression que ça donne quoi. Et en fait, comme c'est vrai que démographiquement il y a plus de losers sur Terre que de winners, d'une certaine façon, bon, en fait on est plus nombreux et donc en fait on s'en sort comme ça, en se soutenant entre losers. Ah oui, non mais c'est un peu le sentiment que ça donne quoi. Ça compense quoi. Le nombre compense finalement. Le compte en banque un peu vide quoi. Alors que en face ils sont très peu nombreux mais le compte en banque là atteint des sommets.